Bonjour très cher étudiant. On va continuer donc ce qu'on avait commencé la dernière fois dans le cours d'initiation au marketing. On est donc dans la partie concernant la politique du produit. On avait dit que ce chapitre, on va le scinder, le diviser en 5 sections. La première, on a essayé un peu de travailler ou bien de donner une définition de ce que c'est que le produit. Ça concerne quoi? C'est quoi un produit et un service? Ensuite, on a parlé de gamme et de ligne. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de cycle de vie. Alors, le cycle de vie du produit stipule que les produits, ils sont comme les êtres humains. Ils sont inventés, après on les invente, après on les utilise et après ils disparaissent. Ils ont donc un cycle de vie comme les êtres humains. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi on étudie le cycle de vie du produit dans la stratégie marketing, essentiellement dans le chapitre politique du produit. Alors, on l'étudie parce que pour le producteur ou bien pour le responsable marketing, chaque phase du cycle de vie du produit a des particularités. Et donc, les actions à adopter en marketing vont être différentes en fonction de l'évolution ou bien en fonction des phases du cycle de vie du produit. Alors, le cycle de vie de produit est schématisé par une courbe qu'on appelle la courbe de cycle de vie. Cette courbe lie le chiffre d'affaires, l'évolution, si vous voulez, du chiffre d'affaires du produit en fonction du temps. Alors, cette forme, normalement, le cycle de vie, la courbe de cycle de vie, elle a une forme de cloche. Ça veut dire que normalement, il y a un départ, elle augmente, après on atteint le maximum et après, il y a le déclin ou la décroissance. Elle a donc une forme de cloche, mais bien sûr, cette forme-là, je dirais, diffère d'un produit à un autre. C'est pas qu'il diffère, c'est que, si vous voulez, on a le cycle de vie comme une cloche, mais soit que c'est une cloche élargie ou réduite en fonction de la nature des produits. Par exemple, pour les produits qui sont en relation avec la technologie, ces produits-là, ils ont un cycle de vie court parce qu'ils sont inventés. Il y a donc, on les voit, ils intègrent le marché. Il y a le chiffre d'affaires augmente parce que les gens achètent tout ce qui est technologique, tout ce qui est nouveau. Et après, il y a un autre produit qui est imité, similaire. Les gens laissent le produit initial, ils vont vers le premier, ce qui fait la vitesse par laquelle le produit normalement a augmenté est la même que celle qu'il va utiliser pour décroître. On va avoir donc un cycle de vie en forme de dents de scie. Donc ça, on va en parler, la conclusion je dirais, de cette section. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est qu'on a normalement 5 phases de cycle de vie. Et là, on retrouve 4, c'est parce qu'il y a une différence. Il y a certains, je dirais, spécialistes de marketing qui disent qu'il y a 5 phases, d'autres qui disent qu'il y a 4. La différence entre eux, c'est qu'il y a certains auteurs qui divisent ou bien, le cycle de vie du produit en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires. Puisque lorsqu'on parle, par exemple, de la phase de conception, il n'y a pas de chiffre d'affaires parce que le produit n'est pas vendu. Donc là, il y a des auteurs qui ne l'intègrent pas. Ils intègrent seulement les autres phases. Mais vous, moi, j'ai stipulé que là, d'après moi, je crois que la phase de conception est une des phases les plus importantes, même si le produit n'existe pas encore dans les rayons, mais c'est un produit, mais c'est une phase importante. Et d'ailleurs, c'est une phase qui va conditionner la vie et du produit et de l'entreprise. Comment? Je m'explique. Alors, la phase de conception, c'est une phase qui débute depuis le moment où on a l'idée jusqu'au moment où on retrouve le produit dans les rayons. C'est donc une phase qui débute lorsqu'on a l'idée. Après, on essaie de transformer l'idée en produit au service. Et bien sûr, ceci implique de faire des études de marché, de faire des achats de matières premières, d'acheter les machines, de transformer les matières premières, etc. C'est donc une phase où on fait beaucoup de recherches, on fait beaucoup d'études et c'est une phase où, si vous voulez, euh, il n'y a pas une vision qui est claire. Donc, c'est vrai qu'on fait des études de marché, mais comme vous le savez, il y a une grande différence entre ce que dit le consommateur et ce qu'il fait.
Donc, nous, on peut faire des études, demander au client cible, est-ce que ce produit lui correspond? Il peut dire oui, mais il se peut que la version finale ne lui correspond pas. Donc, c'est une phase qui est délicate, qui demande beaucoup de travail et un travail qui est très précis, très minutieux. Et c'est une phase qui, je dirais, il n'y a pas de rentabilité. Donc, c'est une phase qui a une rentabilité négative. Pourquoi? Parce que on sait que la rentabilité, c'est les recettes moins les dépenses. Vu qu'il n'y a pas de recettes, il n'y a que des dépenses, donc c'est une phase où, je dirais, avec une rentabilité négative. Je dirais, ces dépenses qu'on fait cette phase et qui ne sont pas en coordination avec les recettes, ils peuvent être couvertes si jamais cette phase est bien faite. Les phases qui vont venir après, on aura des recettes très très importantes qui pourront couvrir je dirais, le déficit initial. C'est donc une phase qui est très 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 intéressante. Alors, cette phase prépare donc l'introduction du produit sur le marché. Elle inclut la recherche et le développement, les études de marché, les études de faisabilité, les tests de conception et de produits, ainsi que la préparation et le lancement et la mise en place du produit au magasin. Vous voyez, c'est une phase très importante et très délicate. Cette première étape, l'investissement net pour l'entreprise est donc négatif. Et on l'avait dit pourquoi? Parce qu'il n'y a que des dépenses, il n'y a pas de recettes. C'est seulement si l'entreprise parvient à mener cette phase à bien et à générer des ventes suffisantes au cours des étapes ultérieures du cycle de vie que les produits deviendront rentables. Ça veut dire que c'est une phase où on n'a que des dépenses, mais si elle est bien faite, le produit va correspondre aux attentes des consommateurs, ils vont l'acheter et bien sûr le chiffre d'affaires va augmenter et on pourra compenser les dépenses initiales. Alors, la première phase, bien sûr, je n'ai pas parlé de marketing parce que le produit n'existe pas encore sur le marché. Donc, on ne peut pas parler d'action marketing. On passe maintenant à la deuxième phase. C'est la phase de lancement du produit et le décollage. Cette phase correspond au lancement du produit. Donc là, le produit il est dans les rayons. Imaginez maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Maintenant, notre objectif, c'est de convaincre les consommateurs potentiels à tester le produit et éventuellement l'acheter. Eh bien, c'est ça, normalement, le principal objectif. Alors, le produit, il est sur les rayons, donc les gens, ils vont être curieux en fonction donc, de ce qu'on a fait dans notre politique, dans notre stratégie de communication. Ils vont essayer de le tester petit à petit. Donc, les ventes, ils vont décoller plus ou moins vite. Ça dépend de notre stratégie de communication. L'objectif de l'entreprise dans cette phase consiste à faire connaître le produit à l'ensemble des consommateurs potentiels et à les encourager à l'essayer. Vous voyez, notre objectif, la phase de lancement, c'est inciter les gens à venir tester le produit, l'essayer et éventuellement l'acheter et le réacheter. Donc là, c'est une phase où notre objectif, c'est une phase de lancement. Ça veut dire qu'on doit seulement dire aux autres qu'on est là. Ce qui fait cette phase, notre réussite, elle dépend de notre stratégie de communication. Voilà. Les variables clés du marketing mix lors du lancement sont la communication en général. Et donc, c'est la communication, c'est-à-dire, ça dépend, la publicité en particulier, ça dépend. Alors, ça dépend de l'entreprise elle-même, de son client cible et du contexte. Parfois, la publicité, elle a un avantage, c'est qu'elle touche normalement tout le monde. Lorsqu'on fait des publicités, les panneaux, la télévision, la radio, tout le monde lit la même information. Mais il y a un mauvais côté, c'est que parfois notre produit n'est pas destiné à tout le monde. Et aussi le coût de la publicité est très élevé. Nous, on doit inventer une stratégie de communication qui ne soit pas très coûteuse, qui correspond à nos objectifs, sans bien sûr nous coûter beaucoup d'argent. Donc la publicité est intéressante, mais on n'est pas obligé d'utiliser la publicité. On peut utiliser aujourd'hui plein de façons différentes. Et bien sûr, on fait de la communication et aussi, normalement, la promotion de vente fait partie de la communication. On va le voir, le chapitre concernant la politique de communication, c'est que les promotions de vente sont importantes. Alors, les promotions de vente,
on va voir qu'il y a plusieurs types de promotions de vente. Il y a par exemple, parfois lorsqu'on veut augmenter, on veut pousser le client à acheter beaucoup plus, c'est lui dire par exemple, achetez deux, le troisième moitié prix, par exemple, ou acheter trois et le quatrième gratuit. Donc ça, c'est des promotions de vente qu'on fait pour augmenter la quantité achetée. Ici, notre objectif, c'est inciter les clients à tester le produit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux bien sûr faire des dégustations dans les rayons, ou bien, ou bien, par exemple, si jamais moi, en tant qu'entreprise productrice, je produis un autre bien. Je peux dire à mes clients, si vous achetez mon bien qui est très connu X, si vous achetez deux, je vous donnerai le produit Y gratuit. Donc là, l'objectif, c'est pousser les clients à acheter mon produit X et aussi les inviter à tester mon produit Y. Et s'ils le testent, s'il correspond à leur goût, ils vont l'acheter d'eux-mêmes plus tard. Donc là, la communication est la communication est très importante et essentiellement les relations publiques. Alors maintenant, on passe à la phase 3, voilà, qui est la phase de croissance. Alors, imaginez, le produit, il est déjà lancé, les gens commencent à le connaître, c'est même, je dirais, ils le préfèrent même par rapport aux autres. Là, on a un autre problème qui va se créer. C'est que, logiquement, lorsque un produit marche, lorsque les chiffres d'affaires évoluent, essentiellement, nécessairement, notre produit va être imité. Ça veut dire que les entreprises concurrentes vont imiter mon produit, vont essayer de faire un produit similaire au mien, mais bien sûr avec un nom différent, en ajoutant je dirais, un plus. Alors, les ventes de produits s'accélèrent. La priorité de l'entreprise dans cette phase étant de faire face à cette croissance et la favoriser en élargissant au maximum la clientèle du produit. Donc là, on a des clients, les gens ont testé le produit, ils le préfèrent. Quel est notre objectif? Notre objectif, c'est faire perdurer cette préférence. C'est comment inciter les gens à acheter et à réacheter mon produit. Alors, la rentabilité donc commence à apparaître avec cette phase. La communication a pour objectif non pas de faire connaître le produit, mais surtout de générer une préférence pour la marque. Ça veut dire que l'entreprise, elle doit essayer normalement, de créer une relation privilégiée avec ses clients, c'est-à-dire essayer de fidéliser les clients. Ici, la phase de la croissance et de développement, parce que on commence à être connu, les gens commencent à préférer notre produit, on a donc des clients assidus. Alors, notre objectif, c'est que les clients ne partent pas ailleurs, ne partent pas chez les concurrents, parce que comme j'avais dit, c'est la phase où notre produit commence à être concurrencé. Donc, ce qu'il me faut, moi, c'est fidéliser mes clients. Je dois les fidéliser il y a c'est tout un chapitre à la politique de fidélisation. Il y a plusieurs moyens. Je dois fidéliser mes clients pour qu'ils ne partent pas chez les concurrents. Voilà, donc ici, mon objectif, c'est pas seulement de faire connaître le produit, mais surtout de générer une préférence pour la marque. Maintenant, on passe à la maturité. Alors, la maturité, c'est le maximum. Vous voyez, on atteint le maximum. Alors, cette phase de maturité, elle peut être décomposée en 3 phases successives: la maturité croissante, la maturité stable et la maturité déclinante. Alors, je reviens à la courbe pour que vous puissiez bien comprendre. Là, regardez, voilà la phase de maturité. Alors, la phase de croissance, on était là, on constate que le chiffre d'affaires augmente. Ça veut dire que, regardez ici, la pente de la courbe est très élevée. Il y a une grande évolution. La phase de maturité, cette phase, on peut la scinder en 3 parties. Il y a une partie où on a encore une évolution du chiffre d'affaires. Il y a une partie où on a une stagnation du chiffre d'affaires, où il y a une autre partie où on constate une décroissance du chiffre d'affaires. Vous voyez, donc, on divise cette partie.
normalement cette phase en trois parties. La phase où on a une amélioration de la rentabilité, mais regardez, là, le taux d'évolution de la phase de croissance n'est pas la même comme la première partie de la phase de maturité. Ici, le chiffre d'affaires augmente, mais pas avec la même vitesse. Voyez, ça veut dire que, par exemple, cette phase-là, le lundi, j'ai 10 clients, le mardi, j'ai 20 clients, le mercredi, j'ai 50. Vous voyez, c'est l'augmentation. L'augmentation, la variation du chiffre d'affaires est élevée. Alors que la phase de maturité, il y a toujours une amélioration, mais l'amélioration est minime. C'est que le lundi, j'ai vendu 10, le mardi, j'ai vendu par exemple 16, le mercredi, alors entre 10 et 16, j'ai 6, donc il y a une évolution de 6. Après, c'est comme ce qu'on appelait, vous vous rappelez, le SA, c'est l'évolution marginale. Ici, on constate que l'évolution marginale diminue. J'avais dit que le lundi, j'ai vendu 10, le mardi, je vais vendre 16, le mercredi, je vais vendre seulement 14. L'évolution est là, mais elle est très faible. Après, on atteint une phase où j'ai vendu le mercredi 14, le jeudi aussi, je vais vendre 14. Donc, le chiffre d'affaires est là, mais l'évolution, elle stagne. Et après, il y a une phase où on aura une diminution. Donc, la phase de maturité, elle est divisée en trois phases. Voilà. Donc, on décompose la phase de maturité en trois phases successives, la maturité croissante, stable, puis déclinante. Alors, dans cette phase-là, on a trois possibilités. Parce que, regardez, notre objectif, c'est comment améliorer le chiffre d'affaires, comment augmenter les ventes. On a trois possibilités, théoriquement. C'est faire venir à la catégorie des produits des clients qui n'achetaient pas avant. Ça veut dire, prenons l'exemple des produits laitiers. Tiens, ça va, le lait. Il y a des gens qui adorent le lait écrémé, semi-écrémé, etc. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas boire du lait parce qu'ils ont une sensibilité au lactose. Ça va? Alors maintenant, faire venir à la catégorie des produits qui n'achetaient pas auparavant, ça veut dire que comment inciter ces gens-là qui ne buvaient pas de lait à acheter le lait? Par exemple, en modifiant mon lait pour intégrer une ligne de produits sans lactose, par exemple. Donc, c'est attirer des gens qui n'achetaient pas ce produit, ni le mien, ni celui des concurrents. Ou encore, attirer les clients des concurrents. Ou encore, augmenter le volume des ventes unitaires. Donc, soit j'attire des clients qui n'achetaient pas dans ce marché-là, ni chez moi, ni les concurrents, soit je, entre guillemets, détourne les clients de mes concurrents, soit mes clients, j'essaie d'augmenter leur consommation unitaire. Donc, ce sont théoriquement les trois possibilités pour augmenter mes ventes. Mais bien sûr, généralement, on utilise seulement les deux dernières, c'est attirer les clients des concurrents et augmenter le volume de consommation unitaire parce que la première est un peu délicate, c'est faisable, il y a des gens qui le font, mais c'est très difficile. Voilà. Donc là, quatrième phase, c'est le déclin. Voilà. Ça veut dire que notre chiffre d'affaires dégringole, diminue. Cette phase est la dernière du cycle de vie. Les ventes dégringolent et la firme va être confrontée à deux situations, Latalis et la Roma. Soit se désengager en retirant son produit du marché, c'est-à-dire qu'on se dit, ça ne marche pas, les gens n'aiment pas mon produit, je vais donc arrêter la production. Et là, il y a beaucoup d'exemples, et je vais écrire encore une fois, comme pour chaque séance, je vous pose quelques questions auxquelles vous pouvez répondre, le jour de l'examen. Donc là, c'est la question sur la phase de déclin. Soit se désengager, comme j'avais dit, soit maintenir la production, mais avec un investissement très minime.
Ça veut dire, je me dis, c'est vrai que les consommateurs cibles ne préfèrent pas mon produit, mais si jamais j'arrête la production, je vais disparaître de l'imaginaire de mes clients. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de rester, même si c'est à perte, mais produire seulement une quantité très faible, de façon à ce que mes consommateurs, chaque fois qu'ils passent les rayons, ils vont constater que je suis là. Donc là, ils ne m'oublieront pas. Ce qui fait, il y a deux solutions, chacune a des avantages et des inconvénients. Donc, l'action marketing va se faire dans un souci d'autonomie et de maximisation des ventes au moindre coût. C'est l'objectif du marketing. Alors, la conclusion, c'est que donc là, on a parlé de cycle de vie, tout produit, il a un cycle de vie, mais il y a des produits qui ont des cycles de vie un peu différents, comme par exemple les produits de première nécessité. Produits de première nécessité, ils ont un cycle de vie très long, comme par exemple le sucre, le sel. Là, ce sont des produits qui n'ont jamais disparu. Et on a des produits qui ont un cycle de vie, je dirais, très bref. Ce sont essentiellement les produits qui sont en relation avec la technologie. Section 4, innovation et lancement de nouveaux produits. Alors, en tant qu'entreprise, encore une fois, mon objectif, moi, dans l'étude du produit, c'est d'essayer de voir comment créer un produit qui correspond aux attentes des citoyens. Bien sûr, les citoyens ont bien normalement, en l'occurrence, le cours du marketing, on appelle ça les consommateurs. Alors, les consommateurs, ce sont des gens qui ont des attentes qui changent, qui évoluent. Donc, si aujourd'hui, ils préfèrent, je sais pas moi, le yaourt X, il se peut que demain, ils préfèrent un autre produit avec un plus. Les consommateurs, ce sont des gens qui veulent toujours un plus, qui ont toujours faim de technologie, faim de nouveaux goûts, faim de protection de l'environnement. Le producteur, il doit innover. On ne doit pas trouver le même produit pendant une vingtaine d'années la même fois. Alors, d'où donc l'intérêt de l'innovation dans la production de biens. Il est absolument nécessaire d'innover afin de renouveler les gammes de produits arrivés en fin de cycle. Cette politique d'innovation permet également de restaurer les marges dans la mesure où un produit réellement innovant ne souffrira pas pendant un certain temps d'aucune concurrence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi on est obligé d'innover? Premièrement, parce que les gens, le consommateur, adore tout ce qui est nouveau. En deuxième lieu, parce que plus on innove, plus on va avoir de clients. Parce que supposons que je suis une entreprise qui apporte une modification à mon produit. Donc, pendant 2 ou 3 mois, je vais avoir le monopole de ce produit sur le marché. Et vous savez que lorsque j'ai le monopole, je peux décider du prix et bien sûr, je vais avoir une large, je dirais, un large fichier de clients. Donc, pendant un certain moment, j'ai le monopole et je peux, donc si je l'utilise bien, je peux fidéliser mes clients de sorte à ce que après donc la première période, après mes clients ne fuient pas et ne partent pas chez les concurrents. Donc, relancer la demande et restaurer les marges explique pourquoi les distributeurs sont des demandeurs d'innovation qui leur profitent également. Alors, regardez, parfois je parle de producteurs, parfois je parle de distributeurs, c'est parce que aujourd'hui, la distribution est devenue une fonction à part, à tel point qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne distribuent pas leurs produits, mais ils délèguent la distribution à des spécialistes. Aujourd'hui, d'ailleurs, essentiellement, sur le marché de grande consommation, la majorité des produits sont vendus par des distributeurs. Alors, les distributeurs, c'est je dirais, des interfaces qui essaient normalement de proposer le maximum de produits, un périmètre petit, afin de permettre aux consommateurs de trouver tout ce qu'ils veulent et normalement et d'économiser dans le temps pour faire les courses. Ces distributeurs, ils ont intérêt à ce que le client trouve tout ce qu'il veut chez eux. Donc, eux, qui jouent le rôle d'interface entre le client final et le producteur, eux, ils ont intérêt à ce que le producteur innove toujours pour attirer d'autres clients. Donc là, les producteurs, ils ont
ils font je dirais, cette pression sur les producteurs pour les inciter à toujours innover. Alors, relancer la demande et restaurer les marges explique pourquoi les distributeurs sont des demandeurs d'innovation qui leur profitent également. Et cette situation, pourquoi il est intéressant d'innover, elle peut être expliquée par plusieurs facteurs. Premièrement, les facteurs technologiques, c'est que la firme peut disposer d'une avancée technologique et d'un avantage de coût et de qualité. C'est que lorsque on innove, ça veut dire qu'on utilise une autre technologie. Et dans ce cas-là, on peut donc avoir une économie en termes de coûts et peut-être même faire normalement une économie d'échelle. Alors aussi un avantage stratégique, c'est que lorsque j'innove pour la première fois, comme je l'avais dit, pendant un certain moment, j'ai le monopole, donc je suis le seul à proposer de tels produits, ce qui fait que je dispose donc d'une base de données de mes clients que je peux fidéliser afin qu'ils ne partent pas ailleurs. Donc l'innovation me permet d'avoir une base ou bien normalement une fiche client très riche. Et en troisième lieu, l'autre avantage, c'est que l'entreprise qui innove, elle va bénéficier dans l'imaginaire des clients d'un emplacement stratégique. Donc l'entreprise bénéficie d'un avantage auprès des consommateurs en termes de notoriété et d'image. C'est que l'entreprise qui innove toujours, elle va être connue comme étant une entreprise novatrice qui fait les clients qui adorent l'innovation vont toujours choisir cette entreprise par rapport à l'autre. Et lorsque, vous savez quoi, lorsque on est les premiers à innover un produit, ça reste dans l'imaginaire des clients, ça ne part jamais. Donc là, ces trois avantages technologiques, stratégiques et en termes d'image est très, très importante pour l'entreprise, d'où l'importance de l'innovation. Maintenant, c'est quoi une innovation? Un produit nouveau est un produit qui n'existait pas encore sur le marché. Et là, ça nous permet de faire une distinction entre les produits nouveaux pour l'entreprise et les produits nouveaux pour le marché. Ben oui, lorsqu'on innove, on peut innover pour créer un produit nouveau qui n'existait pas sur le marché, ou on peut innover en créant un produit que nous, en tant qu'entreprise, on ne produisait pas avant. Ça aussi, c'est un produit nouveau. Aussi, le niveau, je dirais, d'innovation. Est-ce qu'on a l'innovation radicale, ça veut dire lorsqu'on parle d'un produit radicalement nouveau qui n'existait pas avant, ou on a aussi des produits améliorés, qu'on appelle ça aussi des produits innovés parce qu'ils ne ressemblent pas aux produits initiaux. Vous voyez, donc le concept ou bien le chapitre d'innovation, c'est un chapitre où il y a beaucoup de points, beaucoup de détails, beaucoup de facteurs qui sont importants. Nous, on ne va pas faire l'étude détaillée de ces facteurs-là. Ce qu'on va faire à ce niveau, c'est seulement vous donner quelques définitions. Il existe en réalité deux types différents de nouveaux produits. Le nouveau produit pour le marché et le nouveau produit pour l'entreprise. Alors, les nouveaux produits pour le marché. Donc là, on parle de produits qui n'existaient pas avant. Mais ce degré d'innovation est variable. Il peut s'agir d'une innovation radicale ou de rupture. Ça veut dire c'est des produits réels qui n'existaient pas avant. Je ne sais pas moi, un produit, normalement, le cours, on commence à discuter, je demande à mes étudiants de me donner des exemples. Moi, l'exemple type que je leur donne, c'est pour vous savez, lorsqu'on a des blessures, normalement, on met des sparadraps, n'est-ce pas, pour protéger notre blessure afin de lui permettre, normalement, de se résorber sans qu'il soit touché par des microbes. Alors, il y a une entreprise, ça fait maintenant, je crois, une dizaine d'années, c'est 8 ou 9 ans, qui a créé un spray qu'on met sur la blessure. Et ce spray, il crée normalement un film invisible qui protège, si vous voulez, notre blessure, mais en même temps, il est invisible, ce qui fait, il n'est pas comme le sparadrap. Le sparadrap, il y en a plusieurs types, hein. Il y en a qui sont en couleur, il y en a maintenant pour les petits avec des motifs, etc. Mais dans tous les cas, lorsqu'on met le sparadrap, dans 2-3 jours, il se salit. Mais avec ce spray,
C'est vraiment intéressant parce qu'il est invisible. Donc, en même temps, il protège et en même temps, normalement, on n'a pas de salitude sur nos mains. Alors là, c'est un produit qui constitue une innovation radicale. L'innovation incrémentielle. Alors, l'innovation incrémentielle, comme son nom l'indique, c'est lorsque on touche une partie du produit. C'est comme avec maintenant les USB. Alors, l'USB, c'est l'arrière-petit enfant du CD. C'est l'arrière-petit enfant normalement, avant, il y avait comme une cassette. Parce que qu'est-ce qu'on fait ici? C'est des produits, normalement, un produit qui a seulement pour objectif de nous faciliter le stockage de nos informations, nos fichiers. Qu'est-ce qu'on a changé ici? C'est pas seulement la technologie, on a changé seulement, je dirais, la forme, c'est devenu plus petit. On a changé donc une partie du produit. C'est donc une innovation, je dirais, incrémentielle. Et on a l'innovation concernant le design et l'apparence, c'est que parfois, on change seulement l'emballage ou la forme de l'emballage. Donc ça, c'est comme, il y a une marque d'eau, je crois. On a maintenant, lorsqu'on va les rayons, il y a l'eau, les rayons, les supérettes, les supermarchés ou les hypermarchés. Toutes les bouteilles, ils ont la même couleur, ils sont transparentes. Mais en France, il y a l'eau Badois, je crois, qui s'est dit pourquoi ne pas créer une bouteille rouge. Donc, ce qu'il a fait, c'est seulement une innovation concernant le design et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup marché. Donc là, ce sont, je dirais, les trois degrés d'innovation concernant les produits nouveaux pour le marché. Et moi, je vous demande de chercher des exemples parce que je peux vous demander le jour de l'examen des exemples concernant tous ces cas. On passe maintenant aux produits nouveaux pour l'entreprise. Ça veut dire que là, c'est des produits, on parle ici de nouveaux produits qui existent sur le marché, mais que l'entreprise ne produisait pas. Moi, l'exemple que je donne à mes étudiants, c'est comme l'entreprise Aïcha. Voilà. Elle a commencé par produire, je crois, le concentré de tomate. Après, elle a commencé à produire le concentré la confiture. Et en troisième lieu, l'huile, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'il a voulu produire l'huile, par exemple, pour elle, c'est un nouveau produit, mais pour le marché, le produit existait déjà parce qu'il était produit par des entreprises concurrentes. Donc, pour l'entreprise, c'est un nouveau produit. Pour le marché, c'est un produit qui existait déjà. Alors, les nouveaux produits pour l'entreprise, mais qui sont déjà présents sur le marché, le degré de nouveauté peut être différent selon la nature des produits. On peut parler d'une diversification. C'est comme l'exemple de Aïcha. C'est qu'elle produisait la gamme de concentré de tomate, elle produit la gamme de produits de confiture. Maintenant, elle va donc ajouter une autre gamme, c'est bien sûr l'huile ou l'extension d'une gamme existante. Ça veut dire que on prend l'exemple de confiture, ça va. Par exemple, c'est une entreprise qui produisait confiture à base de abricots. Et après, il s'est dit, tiens, je vais ajouter une autre gamme, confiture à base de figues. Ça va? Donc, vous voyez, c'est un produit. Et la gamme, elle a dû, normalement, il y a toujours des confitures. On va produire des confitures, mais on va ajouter un produit qui n'existait pas. Bon, c'est pas qu'on ne produisait pas avant, mais sur le marché, il existait. Ou d'une amélioration dans la fabrication du produit. C'est que, par exemple, moi, c'est une entreprise qui produit les yaourts, par exemple, mais aujourd'hui, elle va utiliser, je ne sais pas moi, des produits allégés, tiens. Elle va utiliser des produits allégés. Donc là, c'est le procédé qui change ou d'une innovation de procédé. Ça veut dire c'est le fait d'innover. C'est comme aujourd'hui, euh, toujours dans le marché des yaourts, ça fait 5 ou 6 ans qu'on a lancé des yaourts qui avaient la capacité de diminuer le taux de cholestérol. Donc ça, on a changé la façon de produire le bien. Donc là, ce sont les différents types, je dirais, de changements qu'on peut apporter à un produit dans le cadre des produits nouveaux pour l'entreprise. Alors, cinquième section, c'est l'emballage et le packaging. Alors là, et moi j'ai intégré ici les trois noms, l'emballage, le conditionnement et le packaging.
Ce sont les trois dénominations qu'on donne à l'emballage et on va voir aujourd'hui qu'il y a une différence entre les trois, je dirais les trois noms. Alors, pourquoi on emballe un produit? D'ailleurs, c'est quoi emballer? Emballer, c'est mettre en balle. Ça vient du concept, vous voyez, moi je donne toujours l'exemple à la maison avec nos grands-mères qui partaient au bain. Vous voyez, ils mettaient leurs vêtements dans un foulard carré au milieu et ils fermaient. Donc là, c'est comme si on transformait en balle. Donc c'est mettre en balle. Ça vient, le mot emballage vient du concept mettre en balle. Alors, l'objectif de l'emballage, c'est que l'emballage, son objectif, c'est de conserver le produit du lieu d'achat jusqu'au lieu de consommation. Donc, l'objectif, la raison d'être d'un emballage, c'est protéger et faciliter le transport du produit du lieu de fabrication jusqu'au lieu de consommation ou de vente. Mais actuellement, cette fonction n'est pas la seule. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'emballage doit remplir d'autres fonctions. L'emballage doit aussi attirer et informer le consommateur. Il doit l'aider à utiliser le produit et après sa consommation, pouvoir éventuellement lui être utile ou du moins ne pas lui devenir nuisible en dégradant son environnement. Donc, vous voyez, au début, le, la raison d'être d'un emballage, c'est faciliter le transport du bien et la conservation. Maintenant, regardez, l'emballage, il doit attirer et informer. Ça veut dire que normalement, moi, lorsque j'achète mon produit, je dois trouver toutes les informations nécessaires, ça c'est la loi. Où est-ce que je vais le trouver? L'emballage. Donc, l'emballage, il nous informe sur le produit fini, comment il doit être conservé, quels sont les éléments qui entrent dans sa fabrication. Donc, c'est tout je dirais, c'est toute une fonction, l'information. Et attirer l'attention, c'est qu'aujourd'hui, le maximum des produits, ils sont vendus au libre service. Ce qui fait, c'est un produit qui est tout seul, il doit se vendre tout seul. Donc, l'emballage doit nous permettre d'attirer les clients, il doit nous permettre de les informer. Aussi, il doit permettre de faciliter l'utilisation des produits. Ça veut dire que, moi je donne toujours l'exemple, lorsque j'achète moi la bouteille de litre de lait. Regardez, avant, pour acheter le lait, on achetait la moitié de litre sous forme de triangle. Vous vous rappelez? Si jamais on voudrait la boire, on coupe le bout et on boit. Mais si jamais on veut s'arrêter, je veux seulement boire une gorgée ou deux, je n'ai pas la possibilité de la fermer. Maintenant, on a un nouvel emballage. On achète là le 1 litre ou le 1 demi-litre. Il y a bien sûr une fermeture. Je peux boire et refermer. Donc là, cet emballage me facilite l'utilisation du produit et aussi l'emballage doit aussi respecter le consommateur. Par exemple, l'emballage, il ne doit pas endommager l'environnement du consommateur final. Vous voyez, donc l'emballage aujourd'hui, il dépasse son rôle essentiel pour aller vers un rôle de communication, d'information et aussi de protection de l'environnement du client final. Alors, le mot emballage vient du mot emballer, qui signifie littéralement mettre en balle. L'emballage, c'est quoi? C'est un assemblage de matériaux destinés à protéger le produit. Il est destiné aussi, regardez, le protéger, le transporter, le distribuer, le stocker, le vendre et le consommer. C'est aussi un moyen de garantir la sécurité de la distribution du produit jusqu'au consommateur final dans de bonnes conditions et avec un coût minimum. Donc, vous voyez, c'est quoi un emballage? C'est des matériaux, donc c'est un assemblage de matériaux qui sont destinés à protéger le produit. On l'achète regardez, lorsqu'on part pour acheter, est-ce qu'on a, par exemple, est-ce qu'on a le même emballage pour acheter le beurre, pour acheter l'or et pour acheter la viande? Non. Pourquoi? Parce que les produits sont différents, donc l'emballage doit respecter le produit. Il doit aussi faciliter le transport. Il doit aussi faciliter le stockage.
L'emballage peut être séparé, voilà, du conditionnement. Donc, il y a une différence entre l'emballage et le conditionnement. Le conditionnement, c'est l'emballage plus les opérations qui permettent de stabiliser et de présenter le produit. Alors, le conditionnement stipule que on doit trouver un emballage qui respecte je dirais, les bonnes conditions de ce produit. Par exemple, moi, si je suis une entreprise qui vend du poisson et que, par exemple, je vais l'envoyer à mes magasins à, je sais pas moi, à Marrakech, par exemple. Ça va? Donc, pour transporter mes poissons d'ici à Marrakech, je dois leur trouver un emballage et des moyens de transport qui respectent la délicatesse du produit. L'emballage de ce poisson ne va pas être le même que l'emballage, je ne sais pas, des bouteilles je sais pas, les bouteilles de limonade, voilà, que je vais envoyer. Donc, l'emballage va être différent en fonction du produit que je vais vendre. Alors, le packaging, donc on a parlé de l'emballage, on a parlé du conditionnement, le packaging. On peut définir le packaging comme étant l'ensemble des éléments matériels qui, sans faire partie du produit lui-même, sont vendus avec lui en vue de permettre ou de faciliter sa protection, ce transport, son stockage, sa présentation en linéaire et son identification. Ici, on a deux exemples types. C'est lorsqu'on achète un téléphone. Voilà. Lorsqu'on achète un téléphone, regardez, on vend, on achète avec lui le carton. Il y a le téléphone, on a le téléphone, on a le chargeur, n'est-ce pas? On a, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le téléphone, on a le chargeur. Qu'est-ce qu'on a aussi, les étudiants? Dites-moi. Ah ben oui, vous ne pouvez pas me parler. Bon, mais dans le carton, on a différents produits. Vous voyez? Alors, ces différents produits constituent ce qu'on appelle le packaging. Ça veut dire c'est un ensemble de produits qui ne font pas partie du produit lorsqu'on achète le téléphone. Le téléphone, il est à part, le chargeur, il est à part. Mais le téléphone ne peut pas fonctionner sans chargeur. Donc, le pack, on appelle ça le pack, n'est-ce pas? Le pack qu'on achète, c'est le produit initial, qui est le téléphone mobile, plus le chargeur. Le pack, c'est donc un certain nombre, je dirais, de produits qui sont vendus avec le produit lui-même afin de faciliter son utilisation. De même, lorsqu'on achète un téléviseur aujourd'hui, on n'achète jamais le téléviseur tout seul. On achète le téléviseur avec le chargeur, n'est-ce pas? Donc, le packaging, c'est acheter un ensemble des produits, c'est acheter d'autres produits avec le produit initial. Alors, ces produits-là, leur raison d'être, c'est qu'ils facilitent ou bien ils protègent normalement le produit initial. On a bien sûr trois niveaux d'emballage. On a l'emballage primaire, l'emballage secondaire et l'emballage tertiaire. Alors, l'emballage primaire, c'est celui qui est en contact direct avec le produit. Ici, l'exemple type, c'est lorsqu'on achète les fromages. Supposons qu'on achète la boîte de fromage à 8. Je ne vais pas mentionner une marque. Alors, l'emballage primaire, c'est normalement avec le petit triangle, l'aluminium. Lorsqu'on veut manger le petit triangle, il y a le petit aluminium. Donc, l'aluminium, c'est l'emballage primaire. L'emballage secondaire, c'est celui qui regroupe plusieurs unités de consommation de produits pour en faire une unité de vente. Alors, l'emballage secondaire, c'est lorsqu'on achète pour les fromages la boîte à 8 ou la boîte à 16 ou la boîte à 24 ou la boîte à 56. On a un emballage, on a un carton qui regroupe tous ces produits-là. Là, c'est l'emballage secondaire. L'emballage tertiaire, c'est celui qui permet de transporter de l'usine au dépôt. Donc là, c'est pour les grandes quantités. Dans le secteur de la grande consommation, il est souvent aussi important d'avoir un bon packaging que d'avoir un bon produit. Donc, le packaging est très, très important. D'ailleurs, les responsables marketing ont constaté qu'on peut avoir un produit moyen, mais s'il a un bon emballage, il peut bien marcher. Mais le contraire n'est pas toujours vrai. Donc, pourquoi aujourd'hui l'emballage est devenu très important? Parce que la vente en libre service est devenue importante. Ce qui fait le produit est tout seul. Et donc, pour qu'il puisse se vendre, il doit lui-même attirer l'attention des clients. Donc, l'emballage joue le rôle, donc il joue le rôle de vendeur, entre guillemets. Alors, avec cette partie-là, on termine
Donc ça, c'est l'identification de produit. Comment on peut identifier un produit? Par exemple, lorsque je vous dis Coca-Cola, quelle image vous vient à l'esprit? C'est le nom en rouge c'est le rouge et le noir, n'est-ce pas? Donc l'identification du produit, c'est le nom, plus l'étiquette, plus la marque, plus le conditionnement, plus le design. Et là, c'est des informations en plus que je vous donne. Donc, je vais m'arrêter ici. Inch'Allah, la séance prochaine, on commencera l'autre chapitre, la politique du produit. Je vous remercie. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, alors j'ai posté une séance de questions-réponses. Envoyez-moi vos questions et je vais essayer d'y répondre. Au revoir.